sommes au monastère de Pangboche, au Népal, au printemps de 1959. Assis dans l'obscurité de la pièce, l'homme attend. Depuis bientôt 1 heure, il se tient là, sans bouger. À quelques mètres de lui, les ronflements de son compagnon de beuverie prouvent que l'ivrogne a commencé à cuver son vin. Sans faire le moindre bruit, Peter Byrne se redresse et s'approche du moine. Le lama est complètement affalé sur la table, la main toujours agrippée à sa bouteille de whisky, comme si sa vie en dépendait. Il dort à poing fermé et, à n'en juger par ses ronflements, le pays de Morphée est à des lieues du Népal. En silence, Byrne tourne son attention vers le petit coffre de bois placé à l'autre extrémité de la table. Il le prend et, sans quitter du regard l'homme endormi, il recule dans la pénombre de la pièce. Le coffre, qui s'ouvre comme un livre, contient une main de squelette momifié. À n'en croire les moines du monastère de Pangboche, dans les contreforts de l'Himalaya, cette main serait celle d'un yéti. Les lamas du temple la considèrent comme un porte-bonheur qui apporte aux habitants de la région paix et sérénité. Pour Peter Byrne, un explorateur irlandais et membre d'une expédition pour capturer le légendaire abominable homme des neiges, cette main pourrait bien être la première preuve matérielle irréfutable à l'appui de l'existence de la légendaire créature. En jetant des regards sporadiques en direction du lama, toujours plongé dans le sommeil des justes, Byrne tire de sa poche revolver une enveloppe d'où il sort un pouce de squelette humain. Le macabre artefact lui a été remis quelques semaines plus tôt par le docteur Osman Hill, un primatologue attaché à la Société royale de zoologie de Grande-Bretagne. Avec la minutie d'un chirurgien, Byrne procède à l'ablation du pouce de la main du yéti, doigt qu'il remplace habilement par celui fourni par le docteur Hill. Ce nouveau pouce est attaché au reste de la main par un filet de nylon presque invisible. À moins d'un examen minutieux, personne ne pourra se rendre compte de l'habile substitution. Byrne replace la main dans son coffre et, marchant sur la pointe des pieds, le replace sur la table. Le crime est presque parfait. L'explorateur a maintenant rendez-vous à Calcutta avec l'acteur Jimmy Stewart. Et ce n'est pas pour y tourner un film, même si le scénario est digne d'un suspense à la Hitchcock. L'Himalaya, le toit du monde, la demeure des neiges. Ces montagnes forment une chaîne de 2400 km de long. Sa largeur varie de 250 à 400 km et s'étend du Pakistan au Tibet. On y retrouve les plus hauts sommets du monde, dont le mont Everest, qui culmine à 8848 mètres. L'Himalaya, c'est aussi l'antre du plus célèbre de tous les cryptides, le Yéti, l'abominable homme des neiges. À n'en croire les légendes, cette créature, mi-homme mi-animal, aurait élu domicile dans les vallées isolées et quasi inaccessibles qui serpentent entre les cimes enneigées. Mais faut-il parler du ou des Yétis? Les Sherpas parlent en effet de 3 espèces distinctes de Yétis: le Métis, le Djoutei et le Talma. Le Métis, appelé aussi vrai Yéti, désigne une espèce d'hominidé variant de 1,50 m à 2 mètres de haut.
Son corps serait recouvert de poils sombres, sauf sur le visage, dans les mains et sous les pieds. Le Djouté désigne une espèce beaucoup plus grande et plus massive, une créature de 2,50 m à 3 mètres de haut. Enfin, le Tahelma décrit une créature assez semblable au Métais, mais légèrement plus petite, plus chétive et plus agile. Les zoologistes qui se sont penchés sur ces nombreux récits croient que le Djouté pourrait être une espèce d'ours des montagnes encore inconnue de la science, et les Tahelma des primates, voisins des gibbons, ces grands singes d'Asie. La véritable énigme zoologique du Yéti se pose avec le Métais, aucun candidat de la faune locale ne correspondant à cette description plus humaine qu'animale. Pour les habitants de ces régions isolées, le Yéti n'a rien d'un mythe. Ils en parlent comme d'une créature bien réelle. Et c'est cette image qui frappe les alpinistes occidentaux qui, dès la première moitié du XXe siècle, débarquent nombreux dans l'Himalaya pour se mesurer à ces sommets. Ce sont eux qui attirent l'attention du reste du monde sur cette mystérieuse créature. Lors d'un premier voyage dans la région de Sikkim, à la frontière de l'Inde et du Népal, l'alpiniste anglais Eric Shipton observe une série d'empreintes non identifiées sur l'un des plus hauts glaciers de la région. C'est le même Eric Shipton qui, en 1951, lors d'une expédition visant à paver la voie à la conquête de l'Everest, photographie des empreintes similaires sur le glacier du Melongtsu, à quelques 6000 mètres d'altitude. Le 15 décembre 1951, ces clichés font la une du Illustrated London News. L'image, montrant le pied de Shipton à côté de l'empreinte du Yéti, est saisissante. L'abominable homme des neiges devient le nouveau monstre à la mode, déclassant Nessie, le légendaire locataire du Loch Ness en Écosse. En 1954 et 1955, le London Daily Mail finance 2 expéditions dans l'Himalaya. Les recherches sont menées par le professeur Charles Stoner, un anthropologue attaché au Jardin zoologique de Londres, le professeur Gerald Russell, un zoologiste britannique, et le journaliste Ralph Hazard du London Daily Mail. La récolte est plutôt pauvre. Quelques photographies d'empreintes, des excréments qui s'avèrent être ceux de loups et d'ours, et un soi-disant crâne de Yéti, ramené du monastère de Pangboche, lequel n'est rien de plus qu'une habile chimère réalisée à l'aide d'un crâne de chamois et de poils de bovidés. En 1955, Ralph Hazard publie The Abominable Snowman, traduit en français sous le titre « Sur la piste de l'abominable homme des neiges ». L'ouvrage est un compte-rendu détaillé des expéditions du London Daily Mail et le tout premier consacré exclusivement au Yéti. Le livre ne passe pas inaperçu, notamment pour Tom Slick, un milliardaire américain fasciné par les énigmes zoologiques. Thomas Baker Slick Jr. est né le 6 mai 1916 à Clarion, en Pennsylvanie. Fils d'un magnat du pétrole, il commence à s'intéresser à la cryptozoologie, étude des animaux inconnus de la science, dès ses années universitaires. En 1937, avec 2 compagnons de l'université Yale, il se rend en Écosse pour enquêter sur Nessie, le monstre du Loch Ness. En 1955, les efforts infructueux du London Daily Mail pour découvrir le Yéti ravivent sa passion. L'année suivante, Tom Slick se rend lui-même au Népal où il visite la région de Sikkim, là où Eric Shipton a vu des empreintes mystérieuses lors de son expédition de 1936-1937. Slick apprend de la bouche des villageois
que de nombreux Yétis ont été vus dans la région ces dernières années. Au gré de ses explorations, le milliardaire apprend également qu'il n'est pas le seul à traquer la bête. Un chasseur professionnel, Peter Byrne, est lui aussi sur le coup. Byrne, qui a observé des empreintes de Yétis dans cette même région du Sikkim en 1948, est à présent en quête de financement pour monter une expédition Yéti. Le hasard va bientôt réunir les deux hommes et une première expédition voit le jour. En mars 1957, la Slick Yeti Reconnaissance Expedition se met en route depuis Biratnagar, au Népal. Sa destination, la région du Sikkim dans les contreforts de l'Himalaya. Durant leurs 5 semaines d'exploration, du 14 mars au 18 avril, les hommes découvrent 3 séries d'empreintes faites selon toute vraisemblance par un bipède inconnu. Ils collectent également des excréments et des échantillons de poils qui sont envoyés au zoo de New Delhi, en Inde, pour expertise. Malheureusement, ces échantillons se perdent en route. Malgré des résultats décevants, Tom Slick et ses compagnons restent persuadés que le Yéti n'est pas un mythe. En février 1958, Tom Slick, qui s'est associé pour l'occasion à son ami, le milliardaire texan F. Kirk Johnson, donne le coup d'envoi à une nouvelle expédition dans l'Himalaya. La Slick-Johnson Snowman Expedition est dirigée sur le terrain par Peter Byrne et le professeur Gerald Russell, un zoologiste britannique qui, 4 ans plus tôt, s'est joint à l'expédition du London Daily Mail. Font également partie de l'équipe le photographe George Holton et l'alpiniste suisse Norman Darrenfurt. Durant leurs 16 semaines sur le terrain, les hommes explorent une vaste région du parc national Sagarmatha, au Népal. De passage dans la région de Pangboche, au pied de l'Ama Dablam, qui grimpe jusqu'à 6856 mètres, Peter Byrne apprend que le monastère du village conserve dans ses collections un crâne et une main du Yéti. L'explorateur se rend ipso facto sur place et obtient des lamas l'autorisation de photographier les dites reliques. Le crâne ne présente aucun intérêt. En 1954, les explorateurs du London Daily Mail ont clairement établi qu'il ne s'agissait que d'une reconstitution, une réplique faite à l'aide d'éléments empruntés à divers animaux locaux. La main, en revanche, s'avère quelque chose de tout à fait nouveau. Elle a la taille d'une main humaine et à n'en juger par son état de momification, elle doit être très ancienne. Byrne la photographie en plaçant sa montre-bracelet tout à côté pour donner une échelle de grandeur. Le cliché de la main de Pangboche est le point fort de cette expédition de 1958. De retour en Angleterre, Peter Byrne et Tom Slick présentent leur photographie au Dr William Charles Osman Hill, un primatologue réputé et membre de la Société royale de zoologie de Grande-Bretagne et du Collège royal des chirurgiens de Londres. Le scientifique s'avoue très intrigué par la morphologie générale de la main. Quelques jours plus tard, lors d'un dîner dans un grand hôtel de la capitale britannique, le primatologue demande à Peter Byrne s'il croit possible d'emprunter la main de Pangboche pour expertise. L'aventurier lui sert un nom catégorique. Les lamas du monastère lui ont clairement fait comprendre que cette main était une espèce de porte-bonheur et qu'en aucune circonstance, il n'accepterait de s'en départir, ne serait-ce que pour une courte période de temps. À défaut de l'emprunter, la perspective d'en voler un doigt apparaît bientôt comme la meilleure alternative. C'est le Dr Hill qui fournit à Byrne le pouce d'un squelette humain, pouce qu'il devra substituer à celui de la main de Pangboche.
Au printemps de 1959, Tom Slick finance, avec son associé F. Kirk Johnson, une troisième expédition dans l'Himalaya. C'est une fois de plus Peter Byrne qui dirige les opérations sur le terrain. Outre son piolet, ses crochets et ses mousquetons, Byrne emporte dans ses bagages le doigt de squelette offert par le Dr. Hill et 2 bouteilles de whisky. Au gré de ses pérégrinations, Byrne se retrouve au monastère de Pangboche, où il demande de nouveau à voir la main du Yéti. Ce soir-là, à l'issue d'une beuverie avec l'un de ses hôtes, Byrne retire le pouce de la main relique qu'il remplace habilement par le doigt fourni par le Dr. Hill. De retour à Katmandou, Byrne doit faire face à un autre problème. Comment faire entrer le doigt du Yéti en sol britannique? C'est Tom Slick qui trouve la solution. Pourquoi ne pas demander à son vieil ami, James Stewart? L'acteur se trouve précisément en voyage et ses déplacements doivent l'amener dans les prochains jours à Calcutta. Stewart a été informé de la situation et il est prêt à jouer les contrebandiers. La semaine suivante, Peter Byrne retrouve le couple James et Gloria Stewart au Grand Hôtel de Calcutta. Le doigt est soigneusement dissimulé dans la mallette de la lingerie de Madame Stewart. Et c'est ainsi, au milieu des sous-vêtements, qu'il s'envole pour Londres. L'affaire est dans le sac. Ou presque. Arrivés au luxueux Dorchester Hotel, les Stewart réalisent que la mallette contenant la relique est manquante. Inquiet, l'acteur contacte un responsable de la BOAC. Apparemment, la mallette s'est perdue soit au départ de Calcutta, soit à l'arrivée à Londres. Pendant près de 72 heures, les Stewart restent sans nouvelles de la valise. Puis, au matin du 3e jour, un employé de la compagnie aérienne se présente à leur hôtel, leur bagage à la main. Gloria Stewart avoue sa surprise en découvrant que sa mallette est toujours verrouillée. Personne à la douane n'a apparemment jugé bon d'en vérifier le contenu. Aucun douanier britannique ne se permettrait d'ouvrir la mallette de la lingerie d'une dame, explique le coursier. Le soi-disant doigt du Yéti est rapidement acheminé au bureau du Dr. Hill, qui l'examine aussitôt. Les phalanges sont tout à fait semblables à celles d'un doigt humain. Quant au tissu biologique, là aussi, il est impossible de tirer une conclusion définitive. Pour le primatologue, le doigt est indiscutablement celui d'un grand primate, mais il s'avoue incapable de trancher entre son origine humaine ou Yéti. L'année suivante, l'alpiniste Edmund Hillary et Marlon Perkins, directeurs du parc zoologique Lincoln à Chicago, sont embauchés pour prouver ou infirmer l'existence du Yéti. Leur commanditaire est la Field Enterprises Educational Corporation, l'éditeur, entre autres, du magazine pour hommes Argosy. Hillary, l'un des vainqueurs de l'Everest en 1953, et Perkins, qui se fera surtout connaître en animant des documentaires animaliers, ne cachent pas leur scepticisme face à l'abominable homme des neiges. À l'automne 1960, ils s'envolent pour le Népal où ils remontent les nombreuses pistes empruntées par leurs prédécesseurs. Ils interrogent les témoins et évaluent les soi-disant artefacts du Yéti. Ils retournent même au monastère de Pangboche où ils déclarent que la main relique n'est qu'une supercherie. Un des doigts était maintenu au reste de la main par un vulgaire fil de nylon, Dira plus tard Hillary,
ignorant apparemment tout de la substitution, opérée 1 an plus tôt par Peter Byrne. À l'issue de leur expédition, Hillary et Perkins déclarent que le Yéti n'est qu'un mythe. Peu après cette mort annoncée, le doigt du Yéti disparaît de nouveau, cette fois dans les méandres d'une quelconque administration britannique. Pendant des années, il restera hors d'atteinte. À l'automne 2011, des employés du musée du Collège royal des chirurgiens de Londres découvrent dans une réserve une petite boîte portant simplement l'inscription « Doigt de Yéti » et sous la description, le nom de W.C. Osman Hill. La redécouverte de l'artefact soulève l'enthousiasme des cryptozoologues. Nul doute qu'avec la technologie actuelle, les incertitudes du Dr Hill pourront être dissipées. En décembre 2011, le Dr Rob Hogden de la Société royale de zoologie procède au premier test ADN. Espoir déçu. Les analyses prouvent que le doigt est d'origine humaine et non celui d'un hominidé inconnu de la science. Le suspense aura duré plus de 50 ans. La déception du doigt de Pengboche ne doit pas nous faire perdre de vue l'ensemble du dossier du Yéti. La croyance en l'existence de la créature repose sur beaucoup plus qu'un pouce momifié. Si le Yéti n'est qu'un mythe, comme l'ont déclaré au début des années 1960 Edmund Hillary et Marlon Perkins, alors qui ou quoi hante les plateaux enneigés de l'Himalaya? À ce jour, des dizaines d'alpinistes et de Sherpas ont rapporté avoir observé sur les glaciers quasi inaccessibles des empreintes inexpliquées et laissées indiscutablement par une créature bipède et sans doute hominidée. Sans retenue, les sceptiques attribuent ces empreintes à celles d'oiseaux que la fonte des neiges aurait rendues méconnaissables ou à de vulgaires plaisantins désireux de se payer la tête des alpinistes occidentaux. Est-ce possible? Est-ce aussi simple? Et si le doigt de Pengboche, comme tous les autres artefacts du Yéti, n'était qu'un arbre destiné à mieux nous cacher la forêt?